Bon, obligé de ressortir la plus belle chemise parce que je comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est quoi cette dinguerie qu'on a vécue hier soir encore? C'est la pire erreur d'arbitrage de tous les temps. On a la VAR, on a le replay, il y a 2 personnes dans la cabine pour assister l'arbitre et pourtant elle se fait complètement avoir sur un double rebond. Et la décision a complètement ruiné l'intérêt du match ensuite, c'est fou, on va le détailler vraiment, il faut qu'on fasse point par point une analyse minutieuse de ce qui s'est passé, vous allez voir si vous n'avez pas assisté à la scène, elle est complètement folle. On va parler de ça, on va parler de Daniil Medvedev, de Sinner, de Borges aussi, incroyable, 3 balles de match sauvées lors du tie-break de la 4e manche contre Mensik. Bref, on s'installe, pose ton meilleur pouce sous cette petite vidéo et on attaque juste après ça. Allez, pas le temps de niaiser, on attaque tout de suite avec le gros drama qui tâche de la nuit, cette erreur d'arbitrage complètement folle entre Haddad Maia et Kalinskaya. Alors ce qui s'est passé dans cette séquence, c'est une amortie de Kalinskaya qui va avancer pour couper les trajectoires dans cette position. Et là vous voyez Haddad Maia qui est en train de chasser la balle et on sent à vitesse réelle qu'elle est un petit peu en retard. Et là également c'est très important pour vous, regardez l'arbitre qui a les yeux rivés sur la situation et qui est en position de hauteur. Donc a priori, elle a pu voir correctement la séquence. Un point qui est important aussi, c'est qu'on a retiré les juges de ligne. Donc on a retiré des humains qui potentiellement auraient pu également voir précisément ce qui s'est passé et aider pourquoi pas l'arbitre de chaise. Alors ici, donc la balle qui va frapper le sol, mais on le sait pas encore, rebondir et ensuite atterrir ici. Et là en fait il se passe quelque chose qui est saisissant, c'est que la balle, telle une balle rebondissante, va complètement accélérer et transpercer Kalinskaya. Donc c'est un rebond qui est pas normal. Si tu prends la balle dans ton cordage, jamais tu vas avoir un effet comme ça. C'est impossible d'avoir une telle réaccélération ensuite, même avec le plus gros lift de Rafael Nadal. Alors encore moins dans une position où t'es à bout de raquette comme ça pour aller essayer de récupérer l'amorti. Donc pour moi, rien que ce rebond-là, pour l'arbitre, ça doit être alerte rouge, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est impossible que la balle ait été frappée correctement. Alors vu les déboires d'arbitrage ces dernières semaines, on a décidé d'implémenter pour l'US Open l'arbitrage vidéo. Donc Kalinskaya a demandé à ce qu'on revoie cette séquence, et quand on revoit la séquence, c'est évident, c'est manifeste. La balle, regardez, elle s'écrase au sol, et en fait, donc Haddad Maia, avec le cadre de sa raquette, va frapper la balle de haut en bas, tel Jack Draper. C'était quasiment la même situation, donc la balle qui va reclaquer sur le sol et rebondir d'une manière étonnante. Et là, vous voyez, il y a 2 personnes dans la cabine en train de regarder ça, images qui vont être projetées également sur le petit écran de contrôle de l'arbitre, et après mûre réflexion, l'arbitre qui va valider sa décision première, c'est-à-dire que pour elle, le point il est légal, le point il va à Béatrice Haddad Maia, personne ne comprend ce qui se passe à ce moment-là, les spectateurs, les téléspectateurs. Pourquoi? Les 2 joueuses qui vont se rapprocher de la chaise à ce moment-là, Haddad Maia, elle a déjà été breakée, elle était menée 40-0 également sur ce jeu, et elle va pas en croire ses oreilles. Et franchement, regardez ce qu'a dit Jack Draper quelques semaines après la même situation, il a dit « ouais, il y avait quand même quelque chose de bizarre, je regrette mon geste, etc. » Haddad Maia, si vous êtes un joueur, si vous avez déjà joué à ce niveau-là, quand vous frappez une balle, qu'elle tape le sol et qu'elle fait un rebond super bizarre ensuite, vous savez qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Et je dis joueur à ce niveau-là, mais en vérité, même un joueur amateur, un joueur de tout petit niveau, si vous avez fait un peu de club, si vous avez joué au tennis pendant plusieurs années et fait pas mal de matchs, pas mal d'entraînements, bah vous savez en fait que vous avez fait un truc qui est pas clair, parce que vous avez tellement l'habitude de frapper des balles, la sensation dans la raquette, vous savez qu'il y a un problème. Et je pense, sans vouloir non plus accuser à 100% de conviction Haddad Maia, franchement, elle savait, vraiment je pense pas que tu puisses taper une balle comme ça, et j'insiste vraiment, avec le rebond que ça a généré ensuite, regardez la balle qui s'écrase, elle a le regard dessus, c'est pas possible, c'est pas possible. À un moment donné aussi, en fait, il y a tellement d'enjeux financiers, il y a tellement d'enjeux de points, Haddad Maia, elle fait pas forcément une bonne saison, là elle a commencé à se relancer, il y a tellement d'enjeux que ça t'incite pas à avoir du fair play. On se souvient par exemple de Matt Wilander en 82, très jeune, qui va remporter d'ailleurs le tournoi, qui rend une balle de match à José-Luis Clerc. Mais voilà, ça c'est des choses qui arrivaient à une certaine époque. Maintenant, rendre les points, franchement, c'est devenu rarissime, voire inexistant. Je veux bien votre avis en tout cas sur la séquence, je veux bien votre avis sur l'arbitrage là ces dernières semaines, parce que c'est assez tragicomique. Pourtant, je suis un des grands défenseurs, un des premiers défenseurs des arbitres
de l'humain, de l'arbitrage humain, mais là franchement il y a un niveau d'incompétence qui est horrible, et du coup Kaniskaya elle est complètement passée à côté du reste de son match et s'est fait éliminer sèchement. Réussite opposée pour le petit ami justement de Kaniskaya, Jannik Sinner, qui a dévoré tout cru O'Connell. Le différentiel de puissance était effrayant sur cette rencontre. On est pour Jannik Sinner à 46 coups gagnants, 22 fautes directes. Il a bien réglé la mire, il a débordé O'Connell avec sa longueur fabuleuse. Pendant le match, il y a vraiment un moment donné où on pouvait se poser la question, est-ce que les deux joueurs pratiquent le même sport? Est-ce qu'il y en a un qui joue au bilboquet et l'autre au tennis par exemple, avec un Sinner qui s'est goinfré sur les deuxièmes balles d'O'Connell. Il est à 43% simplement, O'Connell derrière à sa deuxième balle, Sinner est à 67%, et c'est aussi le problème pour le joueur australien qui est magnifique au demeurant, vraiment un beau joueur. Le revers à une main, dans la cadence, face à un joueur comme Jannik Sinner, c'est trop difficile. Medvedev qui a fait du Danil la nuit dernière contre Koboli, et surtout, alors la stat la plus importante du match, c'est le pourcentage de première de Koboli, 39%. Bah, c'est impossible de battre Danil qui est désormais un matcheur relanceur de l'extrême, et donc il est tombé dans les tentacules de la Danilade. Ce qui m'a sidéré sur le match, et c'est quelque chose dont on parle pas assez je trouve à propos de Medvedev, c'est son contrôle défensif, sa main, son timing au niveau du positionnement, des courses, du jeu de jambes, c'est phénoménal, c'est franchement phénoménal. Il fait 1m98, c'est un joueur de grande taille, pourtant il se déplace très bien, mais ce qui est fou avec ce joueur, c'est même dans des positions désarticulées, il conserve un contrôle et une main défensive. Ici par exemple, on a un lob délicieux juste au-dessus de la caboche de Koboli. On a les passings, on a ce contrôle aussi majestueux dans la diagonale. Bref, un joueur extraordinaire quand même, Medvedev, même si le service est un peu difficile. Il n'a pas un super pourcentage non plus encore hier soir. Et aussi ce rapport avec le public new-yorkais, là où Danil est né, entre guillemets, en 2019 avec son été US qui l'a fait exploser aux yeux du grand public. Il a fait un calma sur le match précédent. Là c'est pareil, il est allé chercher le public, il adore cette énergie qu'il compare à un resto italien. Le match fou de la nuit opposait Borges face à Mensik. On s'attendait à un match âpre, on a eu plus que ça. On a eu un match complètement fou, et surtout, le drama a culminé dans la 4e manche avec Borges qui mène 5-2. On a 2 balles de 7 ici, un coup droit qui va s'échapper en longueur. Et tandis que Borges sert pour recoller à 2-7 partout, il va lâcher 2 doubles fautes. Donc ça commence à gamberger au niveau de la caboche. Ici, notamment dans cette position, vous voyez à quel point il s'écroule, le Portugais. On arrive donc après cette remontada de fou de Mensik dans le tie-break de la 4e manche, et 3 balles de match pour le jeune espoir tchèque. On commence ici avec un magnifique revers croisé qui va permettre à Borges d'attaquer et de terminer au filet. Et en fait, cet esprit d'entreprise, il va désynchroniser Mensik, il va tendre Mensik. Là, on a cette 2e balle de match. Un mini-let juste avant pour le Tchèque, et là il va complètement sortir de son coup. Borges qui sent cette petite fébrilité et qui va attaquer le filet très rapidement sur la 3e balle de match avec un Mensik qui va complètement caviarder son passing. On sent qu'il est en train de se crisper, et d'ailleurs il ne marquera plus aucun jeu du match. Ce sera un 6-0 dans la 5e manche, et c'est marrant parce que je reste persuadé que si Borges avait remporté la 4e manche 6-2, comme il était parti pour, Mensik se serait certainement pas fait découper dans le 5e set. On enchaîne avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Vous avez un lien, un subtil lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de paris sportif de la Leyenda. Offre exclusivement réservée aux adultes consentants. J'insiste, je le répète, pariez uniquement, j'ai bien dit uniquement, des sommes que vous pouvez perdre. Début des 8e de finale à l'US Open ce soir, et on va commencer par le Rublev-Dimitrov. Alors il y a 4-3 au niveau des oppositions entre les deux hommes. Dimitrov avec un gros service, avec un coup droit perforant, s'il prend le contrôle des échanges très rapidement. J'aime bien sa cote quand même. Les books considèrent que c'est un flip ici. Sur le Ruud Fritz, eh bien il n'y a plus de respect pour Casper Ruud, qui est ancien finaliste ici, qui est coté à 3,50, mais vu sa forme récente, vu ce qu'il a montré aussi contre Cheng, surtout dans les 2 premières manches, avant de totalement se réveiller et reprendre le contrôle, j'ai envie quand même de croire en l'américain. Nakashima Zverev, 2 oppositions déjà entre les deux hommes, c'était en Grand Chelem, et victoire pour Zverev à chaque fois. Là je pense qu'il risque de tomber sur un os Nakash, même si un petit 7 ou 2 ce serait pas impossible pour Brandon, qui est en grande forme là sur ces derniers jours, avec un niveau de tennis
assez sidérant, mais je vois quand même le Z avancer, lui qui est désormais le grand favori de la partie basse du tableau. Je me demande aussi comment est-ce qu'il va réussir à foirer ça, connaissant Alexander Zverev. Et puis on a un superbe Tiafoe Popyrin un peu plus tard dans la nuit. Popyrin qui a d'ailleurs calmé les ardeurs de tout le monde en expliquant que son titre à Montréal c'était au-dessus de ce qui s'est passé contre Novak Djokovic au 3e tour. Alors là on a un peu typiquement le match d'après, on l'a vu avec VDZ, même si le niveau fondation d'Alexei Popyrin, je trouve, est très solide là. Tiafoe finaliste à la Cincinnati est aussi dans une espèce de regain de forme ces derniers temps, donc on a un match qui est tendu. Je vois d'ailleurs que l'essentiel des parieurs vont sur Tiafoe. Moi je reste persuadé que Popyrin va s'imposer. On se retrouve demain, mon très cher Goat, pour le mag sans filet à 11h, et logiquement, dès ce mardi pour la suite de nos aventures de l'US Open. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, et mange des burgers sans pain, sans viande, juste la tomate.